Bonjour, un nouveau numéro dans notre émission Rencontre depuis la bibliothèque de Traux, où nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux nouveaux écrivains. Il s'agit de Laetitia Militello et Robin Butseys. Mais aussi, nous avons le plaisir d'accueillir l'actualité de Vinciane Pao, que vous connaissez déjà. Vinciane Pao, bonjour. Bonjour. Après avoir publié Ma vie un espoir, qui était surtout un message d'amour et de confiance en la vie, vous publiez maintenant le tome 2 de cette autobiographie. Vous pouvez nous dire pourquoi une suite? Au départ, il n'était pas prévu. Je n'avais pas décidé de faire une suite. Mais les gens ont remarqué qu'il manquait 3 ans de vie. Et j'ai voulu répondre à leurs demandes parce qu'il y en avait de plus en plus. Et je n'avais pas totalement fini de faire mon cri. Et donc voilà. Et je me suis dit que c'était l'occasion pour moi de leur parler de mon expérience et de les remercier surtout. C'est toujours dans cette positive attitude que vous avez toujours eue dans la première partie. Toujours, parce que je crois que si je n'avais pas cette positive attitude, comme vous dites, je n'aurais pas tenu le coup. Tout simplement, je pense que je ne serais carrément pas là. Donc oui, c'est toujours dans le même but. Voilà. Vous dites aussi que on a lu pas mal de choses sur votre vie, des choses terribles que vous avez vaincues. Vous dites aussi que le pire est à venir. Vous n'allez pas nous dire ici de quoi il s'agit, parce que nos lecteurs vont le découvrir, mais vous parlez de la maladie de votre fils. Vous nous dites de quoi il s'agit? La dyspraxie. C'est un enfant 10 et on a tendance à dissocier à la dyslexie, mais ce n'est pas du tout la même chose. C'est un problème d'espace, un problème d'ergothérapie, il n'arrive pas à manipuler les petites choses. Voilà, il y a différents enfants. Il y a des cas plus graves que mon fils, eux, ils ne savent carrément pas écrire. Donc ils doivent faire sur une tablette numérique. C'est une maladie pathologique, mais qui est très difficile à détecter, oui. En fait, il a fallu... on savait qu'il y avait un problème, on ne parvenait pas à mettre le doigt dessus. Donc on a passé des examens et des années à chercher. Et pour finir, je suis tombée sur un très bon neuropsychologue qui, lui, m'a tout de suite libérée et a libéré mon fils. Et justement, malheureusement, il y a peut-être des mamans qui sont comme moi et qui ont besoin de réponses ou besoin d'être assurées. Donc voilà, j'ai expliqué un peu tout notre parcours. Peut-être que se retrouveront ou que ça les aiderait, on verra. À quel âge est-ce que vous avez détecté cette anomalie chez votre fils? Quand il a commencé à écrire, donc fête maternelle, pour commencer à écrire son prénom, je me suis aperçue que mon fils n'arrivait pas à manipuler le crayon, comme le découpage, le coloriage. Donc moi je pensais qu'il était attardé, tout simplement, et en fait non. Donc là j'ai voulu passer des examens, on est allé voir un psychologue d'abord, et puis alors on a eu tout le déroulement, l'enchaînement que j'explique dans l'ouvrage. Et vous expliquez, il y a une thérapie possible? On va lui donner d'autres cartes pour arriver comme nous, pour arriver au même point que nous. D'ailleurs, Mozart était et dyspraxique et dyslexique, ainsi que Einstein. Donc pourtant, ils y sont arrivés. Donc on garde espoir donc à toutes les mamans qui sont dans le même cas que moi et les papas, accrochez-vous, on l'aura. C'est des beaux noms que vous venez de citer. On souhaite à votre fils un avenir aussi prometteur et une telle célébrité. Oui. Vous vous êtes aussi lancé dans l'écriture de la fiction aussi, hein, vous n'êtes pas contenté de uniquement votre autobiographie. Et vous avez déjà publié un premier roman. Rappelez-nous le titre. À l'ombre de ses pas. C'est un roman qui se déroule en Écosse. Est-ce qu'il y a une suite? Oui, là j'avais prévu d'en faire une et je peux déjà vous dire le titre, je vais vous l'annoncer parce que je suis en train de l'écrire, j'ai commencé à l'écrire. Maintenant, combien de temps l'inspiration me prendra, ça on ne sait jamais, on a toujours des surprises. Mais c'est À l'ombre des secrets. Ce sera la suite d'À l'ombre de ses pas. Toujours dans le même contexte? Toujours en Écosse, oui. on traverse l'Écosse avec certains personnages, d'autres qu'on retrouve, d'autres qui ont disparu, des nouveaux qui reviennent, autrement ce serait monotone. Mais toujours autant de rebondissements, même un peu plus, je l'espère. Nous attendons la suite avec impatience, Vinciane. Et on peut aussi parler de votre actualité prochaine. Vous donnez 2 rendez-vous à ne pas manquer. Il s'agit du 30 octobre et le 3 février 2019 déjà. Vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? Alors, le 30 novembre, c'est à la Maison de Laïcité.
la maison de laïcité au foyer culturel qui se déroule à la fonderie de notre commune à Traux. C'est une conférence qu'on m'a proposé de faire et donc là je pourrais présenter mes ouvrages, répondre aux questions des lecteurs et raconter un peu plus le déroulement. Ce sera quelque chose de plus intime, vraiment le lecteur et l'écrivain. Donc ce sera à partir de 19h. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, on vous recevra avec plaisir. Vinciane, pour terminer, j'ai envie de citer cette maxime que vous avez fait vôtre. Vous notez cette phrase de Churchill, « Si vous traversez l'enfer, continuez à marcher ». C'est votre devise, Vinciane? Tout à fait, et toujours aujourd'hui. Eh bien, on vous souhaite bonne route, Vinciane. Merci beaucoup. Au revoir. Après Vinciane Pao, nous avons le plaisir de rencontrer Laetitia Militello. Bonjour Laetitia Militello. Bonjour. Bienvenue dans notre émission Rencontre. C'est une émission, comme vous savez, qui veut mettre en lumière, entre autres, des jeunes auteurs. Et vous vous présentez peut-être en quelques mots, Laetitia? Oui, donc voilà, j'ai 38 ans, je suis liégeoise. Je travaille comme opératrice dans une entreprise ici sur la région. Et je me suis mise à écrire. Tout d'un coup, comme ça, j'ai eu un déclic. Un déclic. Il y a à peu près 2 ans. Et donc je lisais beaucoup, je me suis fort cultivée et donc j'ai décidé de me lancer moi aussi parce que ça me tentait depuis des années en fait. Et là j'ai vraiment eu le déclic. Oui, et quel a été le déclic, Laetitia, pour franchir ce pas et vous mettre à l'écriture, après avoir été une grande lectrice, je pense? En lisant beaucoup, j'ai commencé à avoir des idées moi aussi parce que j'ai beaucoup d'imagination depuis déjà toute jeune. Et donc je me suis dit pourquoi pas moi aussi me lancer dans l'écriture puisque j'avais des idées à gauche et à droite qui me venaient comme ça. Et je me suis dit pourquoi pas, c'est le moment. Donc je sentais que j'avais la maturité pour le faire. Donc je me suis lancée comme ça du jour au lendemain. Et pour finir, j'ai terminé mon premier manuscrit qui est Cœur de sorcière, donc le tome 1. Justement, vous donnez déjà un titre de votre premier ouvrage. Et dans tous ces bouquins que vous avez déjà publiés, vous êtes dans le monde du fantastique. Qu'est-ce qui vous passionne dans ce registre du fantastique? Justement, ce que j'aime bien dans le fantastique, c'est de pouvoir s'évader comme ça dans un autre univers, de sortir un peu du quotidien et de tout ce qu'on entend dans les faits divers en général. Voilà. Est-ce que c'est ce monde un peu magique où on peut réaliser, faire des choses que l'être humain normal ne peut pas faire? Voilà, tout à fait, oui. Parce qu'on se dit, dans l'imaginaire, tout est permis, en fait. Donc, on peut vraiment imaginer un tas de choses, des tas de personnages, des créatures qui n'existent pas. Et c'est justement ça qui m'attire et qui me passionne depuis toujours. Vous avez déjà publié, vous nous dites le titre de vos ouvrages, oui? Voilà, il y a Cœur de sorcière, la trilogie, donc en 3 tomes. Et ensuite, le Coven secret. Et le dernier qui est le fantôme entremetteur. Et le fantôme entremetteur, c'est un tome? Oui. Tomes aussi? Oui, non, c'est en un seul tome. Comme le Coven secret aussi, c'est tous les deux des one-shots, donc des histoires en un seul livre. Et c'est toujours le même monde, le même univers? Oui, tout à fait, oui, c'est toujours dans l'univers fantastique. Au niveau géographique, est-ce que vous situez vos romans? Est-ce que c'est intemporel, nulle part? Ou bien est-ce que vous situez dans une région bien précise, un pays ou... Oui. Pour Cœur de sorcière, là on est plutôt dans l'imaginaire, donc ce sont des terres complètement, je vais dire, fictifs. Tandis on ne sait pas se situer dans un espace bien précis. Non, dans cette histoire-là, non, parce que vraiment tout l'univers est imagé. Donc, je vais dire, c'est un univers fictif que j'ai inventé. Par contre, dans le Coven secret et le fantôme entremetteur, là, on est aux États-Unis. Ah, là, vous situez dans un pays bien précis. Voilà, dans un État, et dans une ville bien précise. À travers cet imaginaire, ce monde du fantastique, est-ce qu'on peut retrouver des thèmes à caractère humain
tels que l'amour, la guerre, le bien, le mal. Oui, oui. Donc en fait, il y a toujours un personnage gentil, un personnage méchant, il y a des amitiés qui se créent, voilà, il y a toujours l'amour qui vient, je veux dire, s'immiscer dans l'histoire aussi. L'amour est toujours présent. Voilà, l'amour est toujours présent, donc il y a toujours, je veux dire, une histoire d'amour et une relation qui... Oui, est-ce qu'il y a, dans ce contexte humain, entre guillemets, est-ce qu'il y a aussi des personnages qu'on pourrait retrouver aujourd'hui? Je veux dire, est-ce qu'on pourrait comparer à des vrais personnages? Non, là, Non. il n'y a pas vraiment vraiment de comparatif. Non, il y a peut-être de temps en temps, je vais dire, des noms de personnalités connues qui viennent dans l'histoire parce que je fais référence à certaines musiques, à certains registres musicaux. Voilà. Voilà. Ce monde imaginaire du fantastique, ce registre très précis, est-ce que ça s'adresse à un public, particulièrement à un public jeune ou à tout public? Je dirais à tout public. Enfin, au départ, je pensais plus à un public adolescent, voilà, à partir de 12 ans. Mais il s'est avéré qu'au fil de mes rencontres avec mes lecteurs, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes, même plus âgées, qui aimaient bien cet univers-là, et notamment même des hommes. Donc je suis surprise parce que je me dis, au départ, c'est peut-être plus un public féminin qui sera tenté de lire ce genre d'histoire, vu que c'est toujours une héroïne, Oui. donc une personnalité féminine. Mais finalement, il s'avère que les garçons et même les hommes sont aussi intéressés par ce genre d'histoire. Vous pensiez que les hommes sont moins intéressés par des histoires d'amour? Je pensais, oui, oui, je pensais honnêtement, mais je suis surprise. Ils sont sensibles oui, aussi, voilà, les hommes. tout à fait, oui, oui. Dans ces différentes publications que vous avez déjà faites, au niveau édition, comment est-ce que vous vous y prenez pour éditer vos livres? J'ai entendu dire que c'est de l'auto-édition. Est-ce que ça veut dire que vous êtes votre propre éditeur? Oui, c'est ça, tout à fait. Et ça se passe comment? Donc en fait, moi ici, je fais mon manuscrit, je fais tout moi-même en fait. Et je passe par un imprimeur pour imprimer mes livres. Donc c'est le livre en papier qui est connu. Ils sont situés dans la région de Trasny. Et donc eux, ils m'impriment les livres et ils m'octroient l'ISBN. C'est-à-dire? Donc, qui est le numéro de référence du livre, propre à chaque livre en fait. Donc, eux me l'attribuent et ils mettent en vente les livres sur leur site. Et c'est conséquent pour un auteur J'imagine que vous devez payer vous-même l'édition. Oui, donc tout à fait. Donc, tous les frais sont à ma charge. Donc, Et au niveau publication, est-ce que, au niveau publicité, comment vous faites pour vous faire connaître? Je passe par Facebook, généralement. Surtout? Oui, surtout, oui. Et vos livres, on les trouve où? Ils sont commercialisés pour l'instant au Petit Bouquin à Erf et à l'Oiseau Lire à Visé. Étant donné que vous êtes très prolixe, si vous deviez donner un conseil à un jeune qui, comme vous, passe de l'étape de lecteur à l'étape d'écrivain, qu'est-ce que vous lui diriez? Ben, je l'encourage à le faire s'il a vraiment envie, s'il a vraiment ce don-là en lui ou en elle. Franchement, j'encourage à se lancer, à le faire parce que moi, je ne le regrette absolument pas. Je suis vraiment contente de ce que je fais là maintenant parce que je fais vraiment ce que j'aime. Voilà, et j'ai rencontré un tas de personnes vraiment charmantes et je fais vraiment plein de rencontres intéressantes. Qu'est-ce que ça vous apporte l'écriture en elle-même? Bah, disons que ça me permet de déstresser, de sortir un peu d'un quotidien, d'une certaine monotonie. Une échappatoire? Un échappatoire, oui, voilà, oui, tout à fait. Oui. Est-ce qu'il y a un prochain roman en gestation? Oui, c'est en cours. Oui. C'est un petit peu plus lent qu'au début parce que c'est vrai que j'ai quand même fort vite démarré. J'ai quand même été assez rapide pour écrire 5 livres en l'espace de 2 ans. Voilà.
ce qui est assez chaud quand même Oui. comme timing. Mais ici, ça ralentit un petit peu parce que voilà, je suis quand même fort sollicitée à gauche et à droite. Voilà, j'ai beaucoup d'événements en cours ici pour la fin d'année et même pour 2019. Donc, on ne sait pas tout faire, évidemment. Donc, Et voilà. quel est le sujet, peut-être? Vous pouvez déjà dévoiler le sujet de ce prochain? Disons que c'est toujours dans le fantastique, voilà. Et toujours avec une héroïne, toujours avec une histoire aussi d'amour, puisque c'est un petit peu le fil conducteur aussi. Est-ce qu'il y a une continuité dans les personnages? Ou bien ce sont chaque fois des personnages totalement différents? C'est toujours des personnages différents, avec une histoire aussi différente, mais toujours avec de l'imaginaire, quoi. Et votre histoire, elle se situe en Europe, encore aux États-Unis ou ailleurs? Toujours aux États-Unis parce Toujours. que je rêve d'aller aux États-Unis depuis toute jeune. Bon, je n'ai pas encore eu la chance d'y aller, mais j'espère un jour pouvoir Y aller visiter. réellement. Oui, voilà. Eh bien, nous vous souhaitons un grand succès, un prochain roman que vous nous présenterez. Bonne continuation dans l'écriture. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Après Laetitia Militello, nous avons le plaisir de rencontrer Robin Putseis. Bonjour Robin Putseis. Bonjour. Bienvenue dans notre émission Rencontre. Je demande toujours à nos invités, en début d'émission, de se présenter en quelques mots. Qui êtes-vous, Robin Putseis? Je suis Robin Putseis, jeune auteur fléronnais, 27 ans. Et en parallèle de mes romans, je travaille au chemin de fer à la SNCB. L'écriture semble être une passion. Comment est née cette passion? C'est quelque chose qui me vient depuis que je suis tout petit. C'est mon grand-père, quand j'étais tout petit, il m'a initié à l'art de raconter les histoires, m'a toujours donné cette passion. Et en grandissant, j'ai eu envie de mettre ça sur papier. Et vous étiez un grand lecteur, déjà tout jeune? Pas tellement. Non? Pas tellement. C'était surtout j'allais chez mon grand-père, il me racontait des histoires. Donc c'est votre grand-père qui vous racontait des histoires? C'est ça, oui. Et ça m'a donné envie d'en raconter à mon tour. Et c'est surtout lui qui a contribué à développer mon imagination. Et ça vous a donné de devenir écrivain à votre tour. Et vous avez commencé par un premier roman, Le mystère du Randal, mais que vous avez écrit en duo avec Jean-Louis Lejax. Comment procède-t-on pour écrire un roman à deux mains? C'est comme un très gros travail de groupe qu'on a tous fait à l'école. Donc on commence par se voir, on se dit qu'est-ce qu'on va faire ensemble, on fait le schéma, la feuille de route si vous voulez, le scénario. Une fois que c'est fait, on se répartit le travail, toi tu fais ça, moi je fais ça. On travaille pas chacun de son côté, en communiquant pour être sûr qu'on va bien tous les deux dans la même direction. Une fois que le travail est fait, on met en commun, on regarde, s'il y a des changements, on les apporte, on discute. Et le livre naît comme ça, petit à petit. Mais il n'y a pas une différence qui se marque et dans le style et dans la trame, C'est justement quelque chose qui est assez facile à voir. On voit une différence de style. Je crois que ça fait partie un peu de la richesse du roman, où on voit les deux styles qui cohabitent, si on veut. J'espère harmonieusement. Et ensuite, vous lancez alors maintenant seul dans l'écriture, puisque vous publiez Les mystères de Botassar en 3 tomes. Oui, donc je suis parti d'un personnage secondaire de Mystère du Randal, qui est Lambert de Botassar, et j'ai développé tout un univers autour de ce personnage-là. Donc ce sont des romans historiques qui se passent à l'époque de Charlemagne. Donc le premier roman commence vers 750 et le dernier se termine en 866. Oui, donc c'est vraiment Botassar, c'est un village, c'est un village, c'est près de Bouillon, ici, où il y a un château, il y a des traces de ce passé historique. Vous avez la vallée de la Semois, donc la rivière, et vous avez le tombeau du géant, qui est un petit massif naturel très agréable à regarder et à visiter. Et pourquoi avoir choisi particulièrement et cet endroit et la période après Pépin le Bref, le royaume des Francs et toute cette période du Moyen-Âge? L'endroit parce qu'il est magnifique, Oui. Et la période parce qu'elle est fascinante. Donc le Moyen-Âge, c'est quelque chose on a à boire et à manger dedans. C'est quelque chose qui a duré 1000 ans, c'est très vaste, vous avez de tout. Donc c'est quelque chose qu'on peut développer et qui en plus est assez mal connu du grand public. Il y a beaucoup d'idées reçues qui sont fausses. Et c'est toujours plaisant d'écrire sur le Moyen-Âge. Pour construire vos romans, vous lisez énormément
l'histoire, la vraie histoire avec un grand H. Vous prenez des personnages qui existent, dont Pépin le Bref et d'autres personnages, et puis vous mettez un personnage de votre imagination. C'est ça, donc il y a un personnage de fiction qui va côtoyer les vrais personnages et se mêler aux véritables intrigues. Donc l'histoire avec un grand H, comme vous dites, des romans, c'est la vraie histoire. Et à côté de ça, vous avez l'histoire du personnage qui navigue entre les différentes trames historiques de l'époque. Et est-ce qu'il y a une suite? Ou bien est-ce que vous voulez limiter à 3 tomes? Parce que c'est quand même déjà assez conséquent. Pour le mystère du Botassar, je vais me limiter à 3 tomes. J'hésite encore à faire des spin-offs et d'autres livres dans le même univers. C'est en réflexion. Ah, vous retournez donc à vos premiers amours. On retourne à ses débuts. À ses débuts. Donc une réalisation à 2 mains. C'est ça. Et vous êtes déjà loin dans cette réalisation? Oui, vous nous annoncez déjà la publication? Je n'ai pas encore de date à annoncer, mais début de l'année prochaine. Alors, présentez-nous votre premier livre, Le mystère du Durandal. Oui, donc celui-ci, c'est celui que j'ai écrit en collaboration avec Jean-Louis Lejax. Et c'est le seul qui n'est pas un roman historique à proprement parler, mais un roman qui se passe de nos jours, et un roman d'action-aventure, on peut dire. Le début de l'intrigue se passe aux travaux du tunnel TGV, ici à Vaux-sous-Chèvremont. Et au cours des travaux, on va faire une découverte mystérieuse, on va retrouver une épée. Tout de suite, l'épée va commencer à semer la mort, il va y avoir des gens qui vont tuer pour s'en emparer, et il va savoir pourquoi, par qui, et voilà. Après Le mystère du Durandal, présentez-nous la trilogie Le mystère Botassar, qui se situe Au Moyen-Âge, donc à l'époque de Charlemagne. Est-ce qu'il y a encore d'autres projets personnels? Plusieurs projets auxquels je pense, toujours dans les romans historiques. Je pense notamment faire quelque chose à l'ère des Vikings, donc aux alentours de 850-900, mais c'est encore en réflexion et en écriture. Eh bien, nous vous souhaitons un grand succès dans vos pérégrinations historiques et rendez-vous pour le prochain. Merci beaucoup, au revoir. Merci.